Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre d'indépendance menée par le Venezuela. En 1820, l'armistice marque un tournant politique de la guerre. La prise de Caracas par Bermudez le 14 mai 1821 et la victoire finale des Patriotes le 24 constituent les épilogues militaires d'une victoire déjà gagnée en droit. L'armistice de Trujillo donnait raison aux indépendantistes contre le parti espagnol. En acceptant l'existence de Colombiens sur l'ancienne terre du roi, les loyalistes perdent la bataille politique et leur raison d'être. Dans un ultime aveu d'impuissance, les officiers espagnols reconnaissent un rapport de force défavorable depuis la campagne de la Nouvelle-Grenade en 1819. Dès lors, les troupes du roi comprennent que la conclusion était proche. Ils désertent en masse. Cependant, le nouveau commandant Miguel de la Torre refuse de reconnaître l'indépendance conduite par Simon Bolivar. Vous en saurez plus sur la bataille de Carabobo, venez avec moi. François-Xavier Guerrera a montré dans ses travaux sur l'indépendance que l'émancipation des colonies espagnoles devait être étudiée à partir de sa matrice, c'est-à-dire l'effondrement de l'Espagne péninsulaire, à la manière d'un processus qui démembra l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, ou l'Union soviétique avec la chute du communisme. L'Amérique espagnole n'explose pas sous la pression des nations préexistantes. Ce fut la crise de l'Empire qui donne vie aux nations. Cela est d'autant plus vrai que l'Amérique espagnole n'a jamais été réputée colonie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais faisant partie à égalité avec les autres royaumes péninsulaires d'entités politiques et administratives construites par les Habsbourg d'Espagne et couronnées par le monarque. Cette conception, nuancée par les Bourbons parvenus au trône en 1700, prévaut largement parmi les élites avant l'ouverture de la crise de 1808 et la captivité du roi Carlos IV. Surtout en Nouvelle-Grenade, où les réformes bourboniennes avaient été peu appliquées, la célébration de l'armistice entre les belligérants marque donc une rupture décisive pour le camp loyaliste. La reconnaissance officielle de la Colombie sape la fidélité royaliste, fondée sur la conviction que les Indes d'Occident font partie intégrante de la monarchie hispanique. La suite de la guerre est en effet directement conditionnée par les événements qui agitent la péninsule, à partir du 1er janvier 1820. En 1814, Fernando VII avait établi une forme de gouvernement absolutiste et suspendu la constitution de Cadix, à laquelle il s'était résolument hostile. Son désir de revanche sur le libéralisme qu'il associait à la Révolution française lui aliéna une part considérable des groupes qui avaient mené la guerre anti-française et souhaitaient moderniser le pays. La politique de l'Espagne se divise entre deux pôles ennemis, les absolutistes et les libéraux, eux-mêmes divisés. L'armée peuplée d'anciens guerrieros s'estimait lésée après sa lutte victorieuse contre l'occupant français. Beaucoup réclamaient au roi des terres en échange des sacrifices consentis et le retrait du service. Le mécontentement grandissant vis-à-vis du gouvernement aboutissait, le 1er janvier 1800, à la mutinerie d'une partie des troupes regroupées en Andalousie, afin d'armer une expédition chargée de réduire la rébellion dans le Rio de la Plata. Un pronunciamento de Rafael Riego, meneur de la révolte en faveur du retour à la Constitution de 1812, soulève la garnison de Las Cabezas. Après 3 mois de randonnée militaire à travers le sud de l'Espagne, les mutins, enfin soutenus par certaines municipalités, obtiennent de Fernando VII le 7 mars 1820 la réunion des Cortes et le rétablissement de la Constitution. Ces événements marquent le début d'une période de 3 ans de régime libéral, connu sous le nom de Tirreno libéral. La revanche des libéraux sur les conservateurs fissure la cohésion du parti loyaliste, déjà fragilisé en raison de la conjoncture militaire. Certains officiers refusent de servir le nouveau régime et démissionnent. Le gouverneur de la cité, Torres, convoque alors un cabadillo extraordinario et une assemblée des militaires. Le vice-roi Samano, résidant à Carthagène et doutant de la réalité du changement politique, fait arrêter tous les officiers qui s'étaient réjouis de la Constitution. Rendu à l'évidence, il choisit de s'exiler en Jamaïque fin juin 1820, accompagné de l'évêque de la ville. En Nouvelle-Grenade, loyaliste, le libéralisme était en effet associé à la cause patriote et indépendantiste depuis l'expédition de Morillo.
À quoi bon défendre une péninsule qui a adopté le système des républicains, dans une monarchie devenue sans objet ? Comme partout ailleurs en Europe, la Révolution montrait que la restauration du statu quo ante est une chimère. Cette fracture au sein des élites loyalistes américaines eut des répercussions immédiates sur les troupes. Les chefs étaient plongés dans les luttes intestines et la perplexité. Les soldats, quant à eux, ne pouvaient plus identifier clairement la cause du roi dans le régime libéral qui était en train de s'imposer à la cour de Madrid. Ils désertent à flot continu. La révolution de 1820 fait imploser le parti loyaliste en Amérique. La rébellion de Rafael Rego en Andalousie en 1820 désintègre et disperse les troupes expéditionnaires rassemblées pour la grande expédition. Avec elle, la menace d'une invasion espagnole du Rio de la Plata et du Venezuela disparut. Et par conséquent, dans ces régions, la résistance royaliste s'effondre. Le nouveau gouvernement envoie des commissaires pour convenir de la paix avec les révolutionnaires. Mais lorsque les termes de l'armistice du 28 avril 1821 expirent, sans qu'aucun accord ne soit trouvé, les deux camps commencent à mobiliser leurs forces. Les fidèles du roi, affaiblis par les désertions dans leurs unités, ce qui rend défavorable un combat contre les divisions patriotiques de la Grande Colombie, rassemblées par Simon Bolivar. Les grands Colombiens, quant à eux, avaient besoin de concentrer leurs troupes afin de gagner une seule bataille décisive. Le général républicain Mariano Montilla, commandant 3000 hommes, assiège Carthagène entre le 14 juillet 1820 et le 10 octobre 1821. Pendant la validité de l'armistice, il eut des cessez-le-feu et occupe Riocha et Macarrabio, conduisant à la fin de la trêve. Bolivar a commandé personnellement 5000 soldats stationnés à Barinas et à Paesa et marche avec 4000 hommes de renfort. Le lieutenant de Bolivar, Bermudez, quant à lui avançait vers Caracas avec 2000 hommes venus de l'Est. Enfin, l'armée de la Nouvelle-Grenade était en charge des opérations dans la vallée de la Magdalena. Miguel de la Torres disposait quant à lui de 9000 soldats répartis le long de toute la côte vénézuélienne et de la Nouvelle-Grenade. Mais avec leur communication interrompue depuis la révolution de Macarrabio, qui a conduit cette ville à passer au pouvoir républicain. Plus de 2 ans plus tôt, en 1818, ces forces comptaient 18 000 combattants, mais en raison de défaites continuelles, elles avaient diminué de moitié. Bolivar et ses armées, quant à eux, ont totalisé 20 000 hommes par rapport aux 8 000 à l'origine. L'armée d'Oriente, dirigée par José Fernández Bermudez, effectua une manœuvre de diversion en avançant sur Caracas et la vallée d'Aronga, obligeant la Torres à envoyer environ 2 bataillons d'infanterie et un escadron de cavalerie environ 1000 hommes contre lui pour récupérer les positions et sécuriser son arrière-garde. L'armée de Simon Bolivar avance de San Carlos à Tinaco, couverte par l'avant-garde du colonel José Lourenço Silva, qui prend les positions royalistes à Tinacaillo. Le 20, l'armée de la Grande Colombie traverse la rivière Tinaco et le 23, Bolivar passe en revue ses forces dans la savane de Tacuenes. Avant le combat, Miguel de la Torre répartit ses forces de telle manière qu'elles couvraient la route de San Carlos à l'ouest et d'El Pao au sud. La première ligne défensive est confiée à la première division dirigée par le lieutenant-colonel Thomas Garcia, qui est organisée en 3 bataillons principaux. Les bataillons de Valence, sous le commandement du lieutenant-colonel André Riesco, occupaient la partie sud de la route. À sa droite se trouvait le bataillon Ostalrich, commandé par le lieutenant-colonel Francisco Hilas, en colonne de marche derrière les précédents. En plus de cela, 2 pièces d'artillerie ont été placées sur une petite hauteur en avant de la ligne formée par la Valence. La position correspondant à la route d'El Pao était occupée par la division d'avant-garde qui disposait de 2 bataillons principaux et d'un bataillon de réserve. D'abord le bataillon léger de l'Infante, sous le commandement du lieutenant-colonel Simon Sicilia, prend position. Immédiatement derrière cette unité était placé le bataillon léger du Prince. La réserve était composée du 2e bataillon de Burgos sous le commandement du lieutenant-colonel Joaquim Dalmar, qui disposait de 4 régiments de cavalerie. Quant au quartier général, il fut établi près du bataillon de Burgos. Le 15 juin 1821, Simon Bolivar réorganise son armée en 3 divisions.
Le premier était dirigé par José Antonio Páez, formé par les bataillons Bravo de Apur et les mercenaires anglais regroupés dans le bataillon des British Hunters en plus de 7 régiments de cavalerie. Le second composé des bataillons Tiradores et Vargas, commandé par le lieutenant-colonel Antonio Gravete de Nouvelle-Grenade, auquel s'ajoute un escadron de cavalerie. Le troisième, sous les ordres du colonel Ambrosio Plaza, est composé de 4 bataillons sous le commandement du lieutenant-colonel irlandais Arthur Sandes, les grenadiers de Colombie, tout cela complété par un régiment de cavalerie. Tout le monde reconnaît la supériorité numérique des indépendantistes. 4000 pour la Torre et entre 8 et 10 000 hommes pour Bolivar, dont 1200 de la Légion britannique et 3000 de la cavalerie. Aux premières heures du 24 juin, depuis les hauteurs du mont Buenavista, Simón Bolívar fait une reconnaissance de la position des royalistes sur son cheval blanc, Palomo, et arrive à la conclusion qu'elle était inaccessible de front et par le sud. En conséquence, il ordonne aux divisions de modifier leur marche sur la droite et de se diriger vers le flanc droit royaliste qui était couvert. Bolívar a conçu une manœuvre visant à maîtriser l'aile gauche de l'ennemi, une opération menée par les divisions de José Antonio Páez et Manuel Cedeano, tandis que la division Plaza continuait sur la route vers le centre de la position d'attaque des compatriotes sous le commandement de Bolívar. Lorsque de la Torre se rend compte de la manœuvre, il ordonne au bataillon de Burgos de marcher vers le nord pour occuper la hauteur. La contre-attaque de Burgos fut si violente que Bravo de Apuré dut battre en retraite à 2 reprises. La situation change lorsqu'une unité qui le suivait, le bataillon des British Hunters, s'affronte et le force à rebrousser chemin. Dans cette action, le bataillon britannique fait preuve d'une grande bravoure et d'un sang-froid, portant chacune des charges dans l'armée royale, perdant son commandant Thomas Farias et 17 de ses officiers supérieurs, mais permettant aux Vénézuéliens de se réorganiser et de contre-attaquer. Pour arrêter la retraite des unités royalistes, Miguel de la Torre envoie les bataillons Principe, Barbastro et Infante qui réussirent à tenir la ligne de combat, mais seulement pour une courte période, puisque le gros de la cavalerie de la première division de l'armée patriote entre par le nord de la savane. Miguel de la Torre ordonne aux hussards de charger la cavalerie rebelle, mais cette unité se retire après avoir tiré avec ses carabines. Finalement attaqués de front par l'infanterie et sur la droite par la cavalerie, les bataillons fidèles au roi choisissent de battre en retraite. En dernier recours, la Torre ordonne au régiment des lanciers du roi d'attaquer la cavalerie grande colombienne, mais cette unité non seulement désobéit à l'ordre, mais s'enfuit devant l'assaut des forces de Simón Bolívar. Alors que la bataille entre dans sa phase finale, le premier de Velence forme un carré et commence à se retirer. Les rebelles ont commencé une poursuite tenace de l'armée royale, jusqu'à ce qu'ils atteignent Puerto Cabello en toute sécurité. La bataille de Carabobo a été à l'action la plus importante pour l'indépendance du Venezuela, bien que la guerre se poursuit jusqu'en 1823, en raison du fait que certaines places restent des forces royalistes parviennent à s'échapper du champ de bataille et lancent plusieurs campagnes contre l'ouest du pays, connues sous le nom de campagne de l'Ouest. Le pouvoir des Espagnols au Venezuela a été terminé, ce qui a permis à Simón Bolívar de commencer les campagnes du sud, tandis que ses subordonnés terminaient le combat au Venezuela. Les dernières poches de résistance royaliste tombent lors des campagnes suivantes. Cumaná à l'est fut prise peu de temps après, le 16 octobre de la même année, alors que Francisco Tomás Morales a réussi à se réfugier à Puerto Cabello avec 2000 survivants de Carabobo, plus de 1000 hommes de la garnison locale. Bientôt, il rassemble plus de 5200 hommes pour reconquérir Maracaibo et Coro le 7 septembre et le 3 décembre 1822 respectivement. Après les défaites royalistes à Cumarebo lors de la bataille navale du lac Maracaibo le 24 juillet 1823 et le siège posé par le général Páez à Puerto Cabello, la situation royaliste est devenue intenable et ils ont dû évacuer la place le 8 novembre 1823. 2 jours plus tard, le château de San Felipe a été pris, mettant ainsi fin à la guerre d'indépendance au Venezuela après plus de 13 ans de combat.
Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 1er janvier 1821, c'est l'annonce de la révolution libérale au Portugal. La garnison portugaise de Belém do Pará dépose le gouverneur et forme une junte constitutionnelle. Le 2 janvier, c'est la victoire des insurgés mexicains à la bataille de Zapotec. Le 24 février, le roi Juan VI de Portugal accepte la constitution libérale établie par les Cortés de Lisbonne et s'engage à rentrer au Portugal. Du 7 au 9 mars 1821, les troupes des insurgés napolitains du général Guglielmo Pepe sont vaincus à Rieti et à Antrotoco. Le souverain légitime Ferdinand Ier est restauré à Naples. Le 31 mars, c'est l'abolition de l'Inquisition au Portugal. Le 8 avril, l'intervention des troupes autrichiennes contre l'insurrection libérale piémontaise qui est vaincue à la bataille de Novare. L'ancien régime est restauré par Charles Félix, duc de Modène. Le 28 juillet 1821, c'est la proclamation de l'indépendance du Pérou par José de San Martín, déclaré protecteur du Pérou. Comme on l'a vu, la bataille de Carabobo le 24 juin 1821 a opposé les combattants de l'indépendance dirigés par le général vénézuélien Simón Bolívar et les forces royalistes espagnoles dirigées par le maréchal Miguel de la Torre. La victoire décisive de Bolívar à Carabobo conduit à l'indépendance du Venezuela et à l'établissement de la République de Grande Colombie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.